déjà d'être venu. Aujourd'hui, je vais vous parler donc, de la refonte front-end du nouveau Sysplay. On va y arriver, non, c'est pas mon écran. Je suis bien le écran. D'accord. Les 2 secondes. Allez, on va y arriver. Bon, la conf avec un double départ. Pas mal, hein, on commence bien. Donc je me présente, je m'appelle Kenny Dietz, donc je suis l'un des responsables d'études et développement chez M6 Web. Donc on est situé à Lyon, dans le quartier Confluence. Ça commence à faire un petit paquet d'années que je suis chez M6 maintenant. Donc majoritairement, moi je pilote des équipes de développement sur les projets Clubic, Turbo, Deco.fr et dont on va parler aujourd'hui qui est le nouveau Sysplay. Donc en gros sur le nouveau Sysplay, c'est un projet qui date quand même de 2008, Sysplay, qui a initialement été fait en Flash, donc une techno je pense qui fait rêver encore tout le monde ici. Donc voilà, mais c'est quand même un projet et c'est ce qui était très important. Le choix de Flash était vraiment pas dû au hasard. C'était un projet sur lequel on vante assez régulièrement encore l'écran graphique, le côté. Enfin voilà, c'est un beau projet. Ça a beau être du Flash d'un point de vue technique, c'est un vrai beau projet avec une vraie identité visuelle. Et sur cette refonte, l'un quand même des critères majeurs, c'était d'arriver à conserver ce côté, un beau site animé, etc., qui ressemble à une application. Et donc on va en parler. Donc, avant d'arriver sur 2015 et donc le nouveau Sysplay, je voulais quand même parler un petit peu en quelques chiffres du Sysplay d'aujourd'hui. Donc le Sysplay d'aujourd'hui, c'est quand même 8 mégas 5 pour charger l'application, 2 mégas 5 juste d'applicatif Flash et 20 secondes de chargement à peu près sur une connexion ADSL. Voilà, ça doit être un super-héros, ça fait quand même un peu mal. Donc le problème qu'on a avec cette technologie, c'est que c'est quand même une techno en voie de disparition. Je ne vais pas vous ressortir tous les posts qu'on a déjà vus aussi aujourd'hui sur notamment la lettre de Steve Jobs ou d'autres choses comme celle-là, mais on a aussi énormément de difficultés à trouver des ressources compétentes sur Flash ou sur le framework Flex qu'on utilise sur les dernières versions de Sysplay. Et bien entendu, notamment sur toute la plateforme Apple, c'est incompatible sur la mobile et les tablettes. Donc, en soi, c'est un vrai problème. Donc, on nous a présenté fin d'année dernière en fait la volonté de sortir du Flash et de faire une nouvelle version de Sysplay. Et pour ça, on nous a présenté vraiment 3 objectifs principaux. Donc, premièrement, j'en ai parlé, c'est de ressembler à une application. Donc, une application au sens application native, au sens ça ne ressemble pas à du web. Et c'est quelque chose qu'on nous a ressorti tout au long du projet. Ça s'affiche trop vite, on dirait du web, il faut mettre un loader. Donc, non, il faut que ça ressemble à une application, pas de refresh, un feeling natif, une fluidité voilà, digne d'une application, on va dire, des animations entre chaque changement d'état de page sur le site. Donc ça, c'était le premier objectif. Le deuxième objectif, qui fait quand même plaisir à entendre, c'est qu'on veut un site performant. Et c'est vraiment notre business unit, notre produit qui nous dit l'une des priorités du projet, c'est d'être performant. Vous avez quand même pris conscience au fil des années que le temps de chargement du flash, le loading, quand même assez impressionnant pour le coup, c'était un problème. Donc il fallait qu'on trouve une solution pour être rapide. L'autre problématique du flash, c'est le côté SEO friendly, c'est le côté référencement. Le flash, vous savez tous que ça ne se référence pas, ou pas bien. On a beau faire des bricoles dans tous les sens pour arriver à générer côté PHP un semblant de markup pour arriver à faire du référencement, c'est quand même pas très terrible. Donc il fallait qu'on soit meilleur là-dessus. Donc voilà, on est à la fin d'année et quand on entend ça, on se dit bon ok, moi ça me paraît être typique d'une single page app. Donc la single page app, c'est l'application monopage JavaScript. Je pense que vous connaissez un petit peu les différents frameworks qui existent sur le marché. C'est ce qui nous permet d'avoir du coup un front riche,
un front testable, et quand je dis testable, c'est de manière automatique, industrielle. Là, je parle de test unitaire, de test automatique. Nous, c'est une vraie volonté, et je vais y revenir tout à l'heure, chez M6, c'est d'avoir on va dire un développement de qualité qu'on va pouvoir maintenir et faire évoluer. Donc c'est aussi l'intérêt de tous les frameworks autour qui permettent de faire des single page apps, c'est justement d'arriver avec tous les outils nécessaires pour faire du test. Et donc d'avoir un front évolutif et maintenable. On a eu la chance aussi, courant d'année dernière, pour l'été, d'avoir fait donc l'application, la partie jeu de l'émission de télé Rising Star. Je ne sais pas si ça parle à beaucoup de gens ici, mais c'était une émission, donc ça ne parle pas aux rentre-devant qui sont des gars d'M6. C'était une émission type The Voice où il fallait aller sur son application et voter en temps réel pour le gars qui chantait afin de décider s'il continue ou pas l'émission. Donc ça, c'est quelque chose qu'on avait fait nous en Angular. On avait fait la WebView en fait qu'on affichait dans les applications mobiles en Angular. Donc c'était mes équipes qui avaient fait la partie front, donc avec toute la partie test et tout. Et donc on avait vraiment un peu cette confiance quand même sur notre capacité à délivrer, on va dire, un front de qualité. Donc au long de la présentation, je vais vous montrer aussi ce qu'on appelle les dev facts. C'est on va dire les perles qui sont balancées dans les bureaux, généralement par des gars de la technique ou pas. Donc le genre de phrase qu'on entend un peu régulièrement. Hein. J'ai un peu honte de ce que je fais là. Toi, tu fais du JavaScript? Il y en a un qui dit c'est pas moi. Donc voilà, donc, sur le coup on se dit on va continuer sur ce qu'on sait faire. On a fait de l'Angular, c'était plutôt efficace, ça a bien marché. Donc pour ceux qui connaissent un petit peu Angular, le markup ça va ressembler un petit peu à ça. C'est dans le code HTML qui va nous permettre d'afficher l'application, on va avoir donc une balise div, donc là, qui va être le conteneur en fait qui va recevoir du script Angular en fait on va dire tout le code et tout le markup de l'application. L'avantage avec cette techno, c'est qu'on peut vite faire donc une single page app avec on va dire une navigation fluide entre les pages, pas de rechargement, etc. Ça marche plutôt bien, donc on ressemble à une application. Par contre, assez clairement, on n'est pas performant. Pourquoi? Parce que déjà, sans JavaScript, vous avez juste rien. Et l'autre raison, c'est qu'en fait, il faut attendre l'exécution, le chargement complet de votre DOM, l'exécution du JavaScript, que Angular sache quel contrôleur il doit lancer, à quel endroit dans le routing il est, avant même d'afficher le moindre élément de la page. Donc, moi qui suis un peu l'ayatollah de la perf et de la web perf, j'ai un peu mal. Et côté SEO friendly, ça marche juste pas. Alors il y a beau avoir plein de bricoles qui existent sur le marché à base d'un service qu'on appelle par exemple Pre-Render.io, c'est un service qui existe, qui est payant ou open source, qui vous permet de rediriger tous les moteurs de recherche vers un serveur Node qui utilise un PhantomJS pour aller exécuter votre application, récupérer le markup et le renvoyer à votre moteur de recherche. Ça existe, sauf que ça paraît juste du bricolage. Donc on commence quand même le développement en Angular. On a fait, je crois, 2 semaines un peu de prototype sur le sujet en Angular, et puis on teste les pré-renders, on teste un peu tout ça, et ça ne nous convient pas. Je sais pas, je me dis, on n'y va pas. On va se planter, il y a au moins 2 des 3 objectifs sur lesquels on ne répondra pas. Et là, donc, je fais énormément de veille, et je suis tombé sur on va dire presque un pauvre blog post perdu sur la nature du web, une boîte qui s'appelle Rising Star, je crois que c'est une agence web hongroise, qui fait du Node, et qui parle un peu justement de comment ils ont migré de Angular à React pour le côté isomorphique. Donc, je vais vous expliquer un peu ce que c'est. Il y en a qui le terme isomorphique parle déjà dans la salle? Ouais, pas mal. Bon, alors vous allez peut-être vous emmerder sur le début. Donc, on parle d'isomorphique ou d'universal. Il y a pas mal de trolls sur le sujet. Oubliez, on s'en fiche du nom, c'est le concept qui est intéressant. Donc React.js, très rapidement, je ne vais pas la présenter, mais c'est juste une lib.js pour réaliser des UI, le côté vue, on va dire, un peu pour faire grossier. C'est créé, open sourcé en 2013 par Facebook. Et donc le côté isomorphisme, c'est la capacité à être capable avec le même code, donc le même code JavaScript, de rendre chaque page côté client ou côté serveur. Donc c'est pas forcément facile à schématiser ou à visualiser, mais en fait ce qui va se passer, c'est que la première fois que vous allez sur www.sysplay.fr demain, la première fois que vous allez tomber cette adresse, c'est un serveur Node qui va exécuter donc, le même code qu'on exécutera plus tard sur le client, mais qui va exécuter ce code pour générer le markup et le renvoyer dans le code HTML. Ensuite, c'est React qui lui va être capable de récupérer
l'état où le rendu s'est arrêté pour reprendre la main et continuer toute la navigation comme une single page app classique. Donc, en gros, on a l'habitude par le passé de faire on va dire des applications un peu client-serveur classiques comme celle-là. Donc avec juste un client, donc généralement un browser, qui exécutait via du jQuery, des requêtes Ajax et du beau code spaghetti à vomir plein de requêtes sur un serveur PHP ou qui lui pouvait appeler une API. La single page app classique, c'était déjà toute la logique un peu côté client et qui tapait sur des API, peu importe le langage. Et donc le côté isomorphique, c'est vraiment le partage du code, mais vraiment complètement, entre le client et le serveur, et derrière des API, encore une fois, dans un langage, peu importe. Donc voilà un petit peu pour l'isomorphisme. On était aussi, ça devait être fin décembre 2014, bon, React, c'était pas du tout ce que c'est aujourd'hui. React aujourd'hui, c'est un bon buzzword, il y a eu une trajectoire assez impressionnante sur l'année, mais je peux vous assurer qu'en décembre 2014, quand on en parlait, c'était un peu... ouais, c'est justement un des 25 millions de frameworks qui sortent tous les jours côté JS. Pourquoi tu vas là-dessus? Donc, du coup, je vais revenir... tant pis. Donc, sur le coup, on se disait, Sisley, c'est quand même l'un de nos plus gros projets, si ce n'est le plus gros projet de M6 Web, et on est en train de partir sur une techno un peu hype, un peu inconnue, avec très très peu de retours dessus. Donc là, il s'est passé plusieurs choses. Il y a eu le premier React Meetup français qui a eu lieu à Paris, donc en décembre, que j'ai fait en espérant justement trouver, on va dire, un peu des petits copains qui avaient les mêmes problématiques et qui cherchaient comment les résoudre, comment avoir un front riche, performant, référençable. Donc il y avait pas mal de gars, pas mal de boîtes qui, sur ce premier meet-up, on était environ 150, et j'ai questionné quasiment, je pense, l'intégralité des gens présents. Alors vous en faites, et tout le monde m'a répondu la même chose, ça a l'air trop bien, on va peut-être en faire un jour. Donc là, moi je me dis, merde, on est un peu en train de poser notre stratégie technique future sur un truc qui peut s'écraser dans 2 jours. Et le lendemain matin, petit déj à l'hôtel avec mon boss, et donc là, je me dis, ça y est, il va me dire, tu oublies tout, tu fais autre chose, on arrête le projet. Donc je lui dis, je suis désolé, mais en fait, la techno a l'air mortelle, ça répond à nos besoins, mais personne n'en fait. Et là, il m'a regardé, il m'a dit, c'est trop bien, on va être les premiers. Et voilà, donc je le remercie encore pour ça. Donc à ce moment-là, il y avait très peu de docs, très peu de retours sur React, et on est tombé un peu par hasard, et aussi un peu parce que c'était les seuls exemples qui fonctionnaient quasiment, sur un framework, on va dire un framework, une lib qui s'appelle Fluxible, qui est réalisé par les gens de Yahoo, qui avaient les mêmes problématiques que nous, et qui avaient créé, on va dire, un cadre un peu pour faciliter le pattern flux autour de React et la gestion justement client-serveur. Donc, par rapport à ce que je disais tout à l'heure, la différence avec React quand on l'utilise de cette manière isomorphique, c'est que le code HTML de n'importe quelle page, en fait, il va contenir tout le markup comme un site dont le contenu est généré par un serveur PHP, Java, ce que vous voulez. Donc là, on est enfin dans un cas où ça ressemble à une application, c'est performant et c'est SEO friendly. Donc là, on se dit qu'on a plutôt gagné. Donc pour ceux qui ne l'ont pas vu, la bêta elle est en ligne depuis une semaine, et voilà, ça ressemble à ça. Voilà, c'est un truc fait à la main, c'est pas une vidéo faite pour la régie, pour que ça soit super sexy, c'est juste un surf tout bidon sur la bêta, donc où vous observez les différentes animations, l'enchaînement des écrans, et le fait qu'il n'y ait aucun rafraîchissement, et ce côté vraiment... ça ressemble pas forcément au site qu'on a l'habitude de voir. Voilà. Donc derrière tout ça, on a aussi pas mal travaillé sur notre organisation. Le choix techno, c'est une chose, mais après, c'est quand même un gros projet qui nous a pris quasiment 9 mois. Et donc l'organisation, c'était, on va dire de manière un peu classique, je simplifie un petit peu, mais c'était une équipe front, des product owners, un Scrum Master, une équipe back. Et l'un des premiers problèmes auxquels on s'est confronté, c'est que donc les web services étaient réalisés par l'équipe back, et nous, on avait la responsabilité de faire toutes les pages. Sauf que l'équipe back, elle avait plein d'autres choses à faire. Nous, on était libre, donc il fallait qu'on travaille, il fallait qu'on avance. Et l'équipe back, elle ne pouvait pas démarrer le web service. Donc là, on était un peu bloqué, on se dit,
comment on fait, comment est-ce qu'on peut avancer sans que l'équipe back, justement, ne soit bloquante? Bah, on vient du monde un peu des tests depuis maintenant plusieurs années, donc la réponse, elle est un peu bête, c'est on les bouchonne. Donc on les bouchonne, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, on va créer on va discuter ensemble pour définir un peu les contrats d'interface qu'ils imaginent pour les futures API. On va les bouchonner, on va créer des fichiers statiques avec des faux rendus d'API, des faux retours, et on va commencer à travailler sans eux. Donc, et du coup, on utilisait SuperAgent, qui est une lib JS pour faire des requêtes HTTP, qui a l'avantage d'être justement isomorphique, c'est qu'elle marche aussi bien dans le browser que dans Node.js. Et donc, on a développé un petit plugin qui s'appelle SuperAgent Mob, qui nous permet de simplifier vraiment tout ça. Et juste via de la config, de passer sur le mode, j'appelle le mode des API, ou les vraies API, une fois qu'elles sont délivrées par l'équipe back. Donc voilà, pas mal d'avantages quand même, parce qu'on découple les équipes. On a plus ce problème de je ne peux plus avancer, j'ai, je sais pas, 5 développeurs qui sont bloqués. Le micro, il est là. J'ai 5 développeurs qui sont bloqués parce que l'équipe back n'a pas de disponibilité. On a aussi l'avantage d'avoir un site qui fonctionne sur des données fictives, c'est que pendant, on va dire, les 4-5 premiers mois du projet, en fait, on avait un site qui tournait sans aucune API. On n'avait que des API fakées, on va dire, fictives, et donc un site qui fonctionnait sans aucun web service. Et l'autre avantage de ça, c'est que du coup, on s'est quasiment fait on a préparé tout le terrain pour la testabilité. Vous savez que quand on fait du test unitaire ou du test fonctionnel, c'est très très dur de se caler sur des données qui peuvent bouger. Et donc l'avantage d'avoir des fixtures, c'est plutôt comme ça qu'on va les appeler, hein, c'est que c'est déjà prêt. Là en l'occurrence, on avait déjà tout prêt pour pouvoir faire du test. Donc ce qui m'amène un peu à l'approche qualité qu'on a eue sur le projet. Donc, encore une belle phrase qui a été vraiment dite sur une grosse réunion, il y avait beaucoup de monde et beaucoup de monde important. Donc, et c'est vraiment un des éléments majeurs de notre culture, c'est le pull request all the things. Je ne sais pas si tout le monde est familier avec le côté de pull request. Donc on utilise GitHub Enterprise chez M6 Web. Et la pull request, c'est le fait de faire un code, que ce soit un petit bug, une note fixe, enfin une feature sur une branche Git, et de la proposer, on va dire, à soumission aux autres développeurs de l'équipe pour qu'elle rejoigne la branche principale. Donc on avait fait un article sur le blog technique que vous pourrez aller voir sur le sujet. Donc voilà, pour chaque petit bug, chaque fonctionnalité, on fait une pull request. Si je ne dis pas de conneries, on doit être quasiment à 1200 pull requests rien que sur le front depuis le début du projet. L'avantage, c'est que via GitHub, on profite en fait de tous les outils qui sont déjà disponibles sur la version github.com. Donc on a des tests automatisés qui sont joués via Jenkins en continu. On a aussi un petit outil qu'on a développé en interne, donc qui n'est pas open source, mais qui le sera peut-être un jour, GitHub Hooker, qui nous permet de déployer automatiquement un espace de recettes. Donc ça a été aussi assez précieux, c'est que sur chaque bug fixe, chaque feature, on avait automatiquement un environnement complet, nom de la branche, .recette, .sysp.fr, qui permettait aux autres développeurs de reviewer aussi fonctionnellement le code, aux product owners d'aller tester que fonctionnellement sur tous les navigateurs ça correspondait bien au résultat avant même d'atteindre justement la branche master. Et puis après on peut aussi faire des modifications sur nos outils Slack, HipChat, etc. Et donc dans ces pull requests on travaille énormément tout ce qui est code review. Je vous l'ai dit, la qualité pour nous c'était impératif. Enfin, je ne me voyais pas faire un front torché en 2 mois juste pour sortir quelque chose qui ressemble à ce que le produit veut. C'est un projet qu'on va au moins maintenir, évoluer pendant 3, 4, 5 ans, je ne sais pas. Et donc on appuie vraiment, de la même manière qu'on le fait sur le back depuis maintenant plusieurs années, sur la code review. C'est pull request, donc bug, fix ou feature, est reviewé par donc nous l'intégralité de l'équipe ici. Donc en fait on va attendre que l'intégralité de l'équipe ait mis un pouce sur la pull request avant même de la merger dans le master. Donc il y a énormément de points positifs à ça, c'est l'augmentation de la qualité. Évidemment, on détecte énormément de bugs en amont. Il y a côté utilité des développeurs aussi. Vous savez que votre code, déjà, va être revu par tout le monde. Ça vous oblige à aussi savoir écouter les critiques, savoir améliorer la façon que vous avez de coder. Ça peut aussi vous faire énormément progresser en voyant ce que d'autres ont fait, alors vous n'aurez pas forcément pensé à utiliser ça ou à le faire comme ça. Et ça nous force à suivre une bonne couverture de test. À chaque fois qu'il y a une nouvelle feature qui arrivait sans le test associé, il y a quelqu'un qui disait « Oh, t'as oublié les tests fonctionnels ou les tests unitaires ». Et bien sûr, GitHub nous indique si on peut merger ou pas, suivant l'échec ou la réussite des tests. Ce
ce qu'on appelle un peu le pouce d'event développement. Bon, le problème, c'est que ça fait, dans le bureau, on entend souvent des phrases un peu crado comme celle-là. Donc, on a vraiment une approche aussi test all the things. On est allé assez loin sur les tests unitaires. On a utilisé Jest, qui est le framework de test unitaire qui est poussé par Facebook autour de React. Ça n'a pas été, on va dire, le côté le plus sympa du projet. C'est un projet qui a même carrément été un peu abandonné, même par Facebook, pendant quelques mois, assez compliqué pour nous. Enfin, clairement, il n'était pas au niveau pendant toute la première moitié de l'année. Ils ont remis une personne à temps plein dessus, et maintenant on commence enfin à avoir quelque chose qui se remet un peu au goût du jour. Bon, ça a plein d'avantages, mais ça a été très très dur sur le début du projet. On fait énormément de tests fonctionnels, toujours dans la même idée, éviter un maximum de régression avec Cucumber.js. On venait du monde PHP, donc on faisait beaucoup de BIAT. Donc si vous avez le langage Gherkin qui permet d'écrire des tests assez facilement, et là on retrouve exactement le même concept. Après on va utiliser du WebDriver.io pour faire tourner un Chrome et lancer tous ces tests sur chaque pull request. Et on a mis en place, on l'a enlevé, il faudra qu'on le remette, des tests aussi sur le temps d'affichage via Fantomas, qui lance un Phantom.js et qui, suivant le nombre d'images, la taille du site, etc., vous dit il y a un problème, il y a trop d'images désormais, ou il y a eu beaucoup d'images. Donc on l'a désactivé, il faudra vraiment qu'on le remette. On l'a désactivé puisque pendant le développement, c'est des variables qui bougeaient trop, on était incapable de fixer un budget dessus. Mais on a eu un problème dernièrement où on s'est retrouvé avec un site qui faisait, je sais plus, je crois que c'était 14 mégas en bêta juste avant le lancement, parce que les intégrateurs avaient réussi à nous mettre 5 logos, donc les logos qu'il y a tout en haut du site, je ne sais pas si vous vous rappelez tout à l'heure, les 5 logos de 40 par 40 faisaient 1,3 méga chacun. Alors je ne sais pas comment ça a pu se produire, mais c'était tout dans les métadatas des PNG. Du coup on s'est rendu compte que nos outils de build qui normalement compressaient des images ne marchaient pas en prod, mais ne le disaient pas. Donc il faut qu'on le réactive et ça nous évitera ce genre de soucis. On utilise aussi un autre outil open source qu'on a fait qui s'appelle GitHub Team Reviewer. Sysplay c'est un projet, mais il y a beaucoup de micro-projets autour. L'avantage ici, c'est qu'il nous permet de suivre un peu toutes les pull requests ouvertes par équipe plutôt que par projet à la GitHub. Et puis ça vous permet de mettre ça sur un écran de monitoring aussi. Un autre élément qui a été assez important, c'est ce qu'on appelle, qui commence à être un peu commun, qu'on appelle développeur expérience. Moi, je suis manager d'une équipe et mon rôle, c'est aussi de faire en sorte que mes gars s'éclatent. Même si on est sur des technos, React, on peut dire qu'aujourd'hui, maintenant, c'est cool. On en a sacrément chié, surtout au début. On a beaucoup souffert et du coup, il faut qu'on travaille continuellement pour faire en sorte que les développeurs soient dans un cadre assez confortable au quotidien. Et pour ça, ça passe par pas mal d'outils. Il y a eu 2 confs hier et aujourd'hui sur ES6 excellentes, donc je pense que j'ai plus besoin de vous dire pourquoi c'est cool. C'est quelque chose qu'on a un peu forcé en mars. On s'est dit à partir de maintenant, vous allez faire de l'ES6 sur tous les nouveaux fichiers. Si vous retouchez en profondeur un vieux fichier, à ce moment-là, vous repassez ce vieux fichier en ES6. Et c'était vraiment dans le concept d'amélioration continue. Babel permet assez facilement de transpiler de toute façon tout le code que vous faites en ES5. Donc, et ça a été vraiment unanimement adoré par tous les développeurs. Pouvoir faire enfin ce qu'on rêvait de faire depuis longtemps en JavaScript. React Autoloader, même si ça s'appelle React Transform, je crois aujourd'hui, c'est un peu déprécié, mais c'est un peu le concept de je modifie mon JavaScript, je sauvegarde et instantanément dans mon browser, j'ai eu la modification sans même qu'il soit rafraîchi. C'est beaucoup plus avancé que LiveReload qu'on a pu connaître, où il rafraîchissait quand même tout le browser. Donc ça, c'est à base de Webpack qu'on utilise. Webpack, c'est un outil qui va vous générer un bundle JS de tous vos composants côté client, donc un seul et gros fichier généralement, ou plusieurs si vous le souhaitez. Et là, grâce à ça, il est capable d'aller juste modifier la différence, faite incrémentalement, la partie du code qui a été modifiée, et de l'injecter dans votre browser. Donc c'est juste ultra efficace, ça nous fait gagner un temps de fou au quotidien sur le développement. Tout ce qui est convention de codage, toujours pour la qualité, et parce qu'on est devenus tous des extrémistes de la tabulation, de l'espace et de la collade au bon endroit. Les espaces de recettes, je vous en ai parlé tout à l'heure. On a aussi, tout au long du projet, écrit énormément d'issues techniques. Dans les issues en fait, de notre GitHub, c'est quelque chose qui n'était pas vu par le projet. Mais dès qu'on avait un problème, on l'a fait passer, mais il faudrait peut-être le faire comme ça, où il y a un nouveau truc qui est sorti. Ça serait mieux d'utiliser. On mettait une issue sur GitHub et dans chaque sprint, on essayait d'en faire rentrer quelques-unes. Ce qui nous a permis,
tout en faisant avancer le business, de faire améliorer un peu la stack technique pour pas embarquer de la dette sur un projet qui a quand même été un petit peu long à coder. Donc voilà, c'est vraiment un gros travail sur tout l'environnement de dev et la plateforme d'intégration continue. Je vous avais parlé de performance, et sur ce type d'application, la performance, elle est vraiment à de multiples étages. Déjà, on va parler un petit peu de WebPerf. La WebPerf, pour ceux qui n'ont pas forcément la notion en tête, c'est vraiment le temps d'affichage dans le navigateur. Je l'appelle www.sysplay, le temps à laquelle ma page s'est affichée et je peux l'utiliser. Quand on est sur une single page app, ça retourne un petit peu la façon de voir les choses. Avant, ce qui est classique, c'est j'avais juste on va dire un load time pour faire simple, parce qu'à chaque fois que je cliquais, je rafraîchissais l'intégralité de ma page. Quand on est sur une single page app, on introduit un peu des nouvelles notions. Donc c'est ce qu'on va appeler hard navigation. C'est voilà, j'ai fait vraiment un refresh complet où j'ai ouvert un nouvel onglet de ma page. Donc c'est là où on rentre dans le cas d'une node qui rend qui rend le markup. Et la soft navigation, c'est je suis déjà sur le site, je fais un clic quelque part et donc je reste dans ma single page app et je ne recharge que les zones nécessaires. Donc on va différencier ces deux choses et du coup c'est intéressant de les mesurer. Après, tout ce qui est optimisation un peu classique, on va dire, ça reste valable. Tout ce qui est les versionnages des assets pour mettre un cache navigateur très très long, les sprites CSS, je sais pas, non, je dois pas avoir la vidéo là, on a gagné, je crois, 60% de temps sur la bêta, parce que les sprites CSS sur les logos, on les a mis après coup. Donc c'est assez impressionnant. On a supprimé 40 images, je crois, juste en faisant un sprite avec les logos en version normale et over. C'est toujours des vieilles méthodes qui sont de l'ordre du hack, mais qui sont toujours efficaces en attente, on va dire, que tout le monde avance sur HTTPS et HTTP2, Speedy, etc. La compression, la minification, je pense qu'aujourd'hui vous avez énormément de ressources sur ces sujets, et si c'est quelque chose que vous connaissez encore peu, je vous invite vraiment à creuser parce que c'est de plus en plus important pour nos sites. Et j'ai l'impression de dire ça à chaque fois, mais à chaque fois on se fait avoir, c'est vraiment à faire au début du projet. Quand vous rajoutez les sprites ou même le versionnage des assets tout à la fin d'un projet dans des tâches d'automatisation, de build assez compliquées, c'est vraiment la merde. Donc ça c'est la bêta à gauche et le temps de chargement du Sysplay V3.5 de prod actuel. Je ne me moque pas. J'ai voulu laisser jusqu'au bout. Après, pour la version j'ai pas eu de bol, je suis tombé sur un moment où il y avait une belle pub. Mais voilà, donc ça, on va dire, c'est un point de départ. Le site à gauche est presque assez peu optimisé d'un point de vue performance, mais c'est plutôt le genre de budget qu'on va essayer de se fixer en disant on veut essayer de rester sur ces notions-là, on va optimiser pour être meilleur, mais on sait qu'on va rajouter forcément d'autres tags tiers, vous avez tous l'habitude, de la data, de la pub, etc. Même si là, on charge déjà pas mal de tags. On va essayer de s'en tenir à peu près à ces volumes-là. Donc voilà, une belle phrase orientée web perf. Pour le monitoring aussi, on a utilisé un outil qui s'appelle SpeedCurve, qui est un outil payant, qui n'est pas forcément très cher suivant le plan que vous prenez. C'est un outil, vous connaissez peut-être WebPageTest, qui est un outil qui permet de lancer un navigateur et d'avoir un waterfall et des éléments assez complets sur vos temps de chargement, quelle requête a pris du temps, etc. SpeedCurve, c'est du WebPageTest un peu instrumenté avec une interface un peu plus sexy. Il y a pas mal de fonctionnalités, on peut à chaque déploiement mettre des barres sur les graphes, faire des différences d'un déploiement à l'autre pour suivre l'évolution. Voilà, c'est plutôt avancé, ça doit coûter, je crois que c'est $1 du test, 1 centime de dollar pardon, par test WebPageTest qu'on lance. Donc il y a pas mal de calculs à faire si vous voulez voir un peu combien ça vous coûte, mais c'est vraiment super pour suivre l'avancée de la perf. Et l'avantage, c'est que c'est vraiment assez sexy, du coup on peut le présenter assez facilement aux gens du marketing et nous même de la régie qui maintenant demandent des accès à cet outil. Il y a aussi des waterfalls spéciales third parties pour tous ceux qui ont un peu le problème qu'on peut avoir aussi avec énormément de trackers publicitaires, sociaux, tags. On peut avoir un waterfall du chargement d'une page juste des third parties. Bon, après le problème qu'on a, c'est que nous certains sites ça ne rentre pas sur la page. Mais... Et le dernier avantage de ça, c'est qu'on peut faire aussi de l'alerting côté budget. C'est, je peux dire, dès que mon start render, donc le moment où mon premier pixel s'est affiché sur la page dépasse 2 secondes, je veux le savoir. On a raté quelque chose, il s'est passé quelque chose, je veux être alerté.
Voilà, donc on a aussi énormément travaillé sur quelque chose qui était un peu nouveau, je m'y attendais pas. C'est pas quelque chose que j'avais anticipé, et je me suis aussi rendu compte que c'était quelque chose que peu connaissaient ou peu de personnes se souciaient. C'est les performances d'affichage dans le navigateur. Maintenant, on commence tous à se soucier quand même des performances donc côté back-end, côté front, de temps de chargement dont je viens de parler, et très très peu de personnes ont les compétences et se soucient de la performance dans le navigateur. Vous avez vu qu'on est sur une application avec des animations dans tous les sens, du scroll avec du hover de partout, de la transparence. Et donc, on s'est très vite rendu compte pendant le développement que même sur des postes de compète, bah, ça laguait. Dès qu'on faisait une animation, on avait 3 images par seconde à peu près sur l'animation. Il y a assez peu de ressources, sauf chez Google, sur le sujet, et c'est vraiment assez intéressant et un domaine assez nouveau qui mériterait une présentation à part entière. Ce qu'il faut savoir, en fait, c'est que pour que ça soit fluide, en fait, il faut à peu près qu'on tourne à 60 images secondes. 60 images secondes, donc c'est 1000 millisecondes divisé par 60, et ça fait environ 16 millisecondes. Donc, ce que ça veut dire, c'est que tous les traitements que vous faites, côté JavaScript, CSS, doivent prendre moins de 16 millisecondes. Il faudrait même encore ajouter 4-5 millisecondes de marge, donc moins de 10 millisecondes, pour que vous ayez une expérience qui soit toujours à 60 frames secondes. C'est très facile à dire, c'est une horreur à atteindre. Donc, il y a plein d'éléments pour ça. Donc déjà, effectivement, simplifier le DOM. Sur tout ce qui est scroll, pour avoir un scroll fluide, on a fait du debouncing de hover. En fait, le hover sur les vignettes, on va mettre un timeout, par exemple, de 50 millisecondes ou 100 millisecondes avant de l'activer. Quand on scroll avec la souris sur les vignettes, on ne va pas activer les hovers. Sinon, on va avoir un scroll qui va être hyper saccadé. Ce genre de choses. On va aussi forcer un peu l'accélération GPU quand on le peut. On va utiliser alors soit des translates Z0, mais c'est un peu de moins en moins conseillé. On va plutôt faire des will change transform. C'est une propriété CSS qui vous permet de dire cet élément-là va changer. C'est un élément que je vais animer, mets-le sur un calque de composition séparé. Et donc c'est le GPU qui traitera spécifiquement ce calque. Alors, il ne faut pas en abuser, c'est encore une fois, quand on lit les règles de tout ça, il y a des super vidéos de Paul Lewis, je crois, du site Google sur le sujet qui sont incroyables, mais ça paraît simple et vraiment c'est une horreur. On va éviter aussi au maximum les paint, layout, de tout ce qui est, par exemple, quand vous utilisez la Google DevTools, vous avez un peu perdu dans les options quelque chose qui vous fait, je crois que c'est Enable Paint Rectangles. Vous cochez cette case et en fait vous allez voir des zones vertes sur toutes les zones de votre page qui se repaint. Ça, c'est des éléments assez coûteux et qui vont justement flinguer un petit peu cette fluidité que vous pouvez avoir sur votre site. Donc voilà, c'est assez facile à découvrir les zones qui repaint, c'est beaucoup plus compliqué à découvrir pourquoi. Donc là-dessus, je vous laisse un peu tout seul. Il y a un site CSS Triggers qui vous dit un peu quelles sont les différentes propriétés qui vont déclencher en changeant un trigger. Et j'ai un cas peut-être un petit peu intéressant de tout ça, c'est sur les animations, en particulier sur une animation qu'on a faite. Je dois pouvoir vous la montrer. C'est cette animation-là quand on va cliquer sur une vignette. Donc il y a la vignette qui va se charger, qui va grandir et qui va devenir le background de la page d'après. Donc je ne sais pas si vous avez vu le truc. Encore une fois, ça peut paraître tout bête. Oui, c'est bon, j'ai juste changé la hauteur et la largeur. Si vous faites ça, ça ne marchera pas. Et là, j'ai utilisé ici donc la technique un peu qui est conseillée par les gars de Google, donc c'est AeroTwist, c'est Paul Lewis dont je parlais, qui s'appelle Flip, c'est First, Last, Invert Process. Donc le concept, c'est que vous voyez l'image de départ, vous voyez l'image d'arrivée. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'au moment du clic, on va positionner l'image de départ directement dans la position de fin. On va calculer la différence en fait, entre la position de fin et la position de début. On va appliquer un transform CSS de la position de fin vers la position de début. Ce qui fait qu'en fait, au début de l'animation, la petite image qu'on croit voir, c'est l'image finale transformée en CSS en l'image initiale. Et en fait, l'animation consistera simplement à faire un transform 0, à resetter en fait la transformation CSS pour que le navigateur, sans faire quasiment aucun calcul, revienne à la position d'initiale qui est pour lui, enfin pour nous du coup la position finale. Je ne sais pas si vous avez compris, c'est très compliqué à expliquer, mais enfin, voilà, je vous remets le lien, c'est FLIP, First Last Invert Process, et c'est un truc que j'ignorais et on a trouvé ça super intéressant et très très efficace pour avoir quand même un maximum de fluidité cette animation.
Encore une fois, ce sujet est très délicat parce que on voit beaucoup de démos, d'animations, c'est super chouette sur le net, CodeRops et compagnie, ils ont des exemples de malades, mais sur un DOM avec à peu près 10 balises. Nous, on a des sites ultra complexes avec du data fetching dans tous les sens, une intégration pas forcément de meilleure qualité non plus, et avoir de la performance latente, c'est vraiment juste atroce. Bon, je pense que vous avez compris. Côté Node.js, on a eu aussi pas mal de problèmes. C'était pas la première fois qu'on faisait du Node, mais c'est sûrement la première fois qu'on en faisait à ce volume. On a fait pas mal d'outillage en Node, et très rapidement, on a voulu voir ce qui prenait du temps côté Node. Comment faire en sorte qu'on optimise côté serveur le Node. Et bah, là aussi, on est sur quelque chose qui est assez merdique. Alors désolé pour les amoureux de Node, mais je pense que si Node a une faiblesse, pour moi, c'est vraiment celle-là. Sur PHP ou sur plein d'outils, on a énormément de choses pour profiler précisément, c'est telle fonction qui prend du temps, c'est telle fonction. Et là, la nature de Node, via ce côté asynchrone et via un manque d'outils aussi, je pense, assez évident, fait que c'est juste l'horreur. Si vous voulez savoir d'où vient le temps passé, le temps bloquant, ce qui bloquerait l'event loop de Node, si quelqu'un a des solutions vraiment magiques et qui marchent, je suis vraiment curieux de les entendre et je serais très ravi surtout. Donc on a essayé plein de choses, l'instrumentation manuelle, Node Inspector, des traces, S-traces. Côté mémoire, on a eu pas mal de temps aussi des fuites mémoire. C'est de notre faute, c'est pas de la faute de Node, hein, c'est vraiment de notre faute. Notamment parce qu'on a des développeurs qui venaient plutôt du monde PHP où à la fin du script, chaque requête se kill. Donc je peux faire des new dans tous les sens. La mémoire elle ne branchera pas vu qu'à chaque requête, le script va tout killer. Là, côté Node, quand on fait un new monitoring par exemple à chaque requête, au bout de la 5 millième sur un test de charge, le serveur il prend 1 giga de RAM et on a les sysadmins qui nous disaient oh, Node c'est de la merde. Non, Node dev là, c'est de la merde. Donc on a encore une fois assez peu d'outils, on a MemWatch qui est une libnote qui va nous dire oui écoute, là tu as une fuite mémoire entre 5 garbage collector et tu as un tableau qui prend 115 mégas. Voilà. Donc sur une baseline de plusieurs dizaines de milliers de lignes de code, allez retrouver le tableau. Donc on va faire du profiling dans Chrome sur des adressages mémoire en parcourant tous les objets. Enfin, c'est juste l'horreur. Encore une fois, s'il y a des experts sur le sujet, je prends vraiment. L'autre problème qu'on a eu, c'était scaler React côté serveur. React côté client, ça marche plutôt très très bien, mais côté serveur, en fait, on s'est rendu compte lors des tests de charge, un peu sur la fin du projet, peut-être un peu trop sur la fin, que le render to string, qui est la méthode qui vous permet de récupérer le markup côté serveur et de l'envoyer au client, elle est synchrone. Synchrone, ça veut dire que toutes les opérations qui attendent, qui veulent passer, elles attendent, tant que celle-là n'est pas finie. Ça bloque l'event loop de Node, donc en fait, il n'y a plus rien qui se passe quand il y a un render to string qui est lancé. Et ça, c'est un vrai problème. Donc il y a des issues en cours, plein de tentatives côté Facebook pour améliorer les choses, mais il y a moins de 15 jours, l'un des core devs de React disait React n'est pas prêt pour être utilisé côté serveur. Bon, en vrai, vu le côté isomorphique, c'est-à-dire que ce n'est pas toutes les requêtes qui tombent sur nos serveurs, c'est que la première, ou lors d'un crawl, effectivement, pas mal de requêtes, le cache, énormément d'optimisations qui ont été faites. En soi, même avec la charge qu'on a, c'est pas forcément un problème. Donc, même si on a tenté pas mal de choses, on a tenté de forquer des process de rendu pour justement essayer d'améliorer un peu les performances, ce qui était plutôt efficace. On faisait x3 en perf, mais on perdait un petit peu de stabilité. On avait quelques 500 quand on avait de la très grosse forte charge dessus, qu'on avait du mal à profiler justement. Donc on s'est dit qu'on restait plutôt sur la version classique. Et la bonne nouvelle, c'est que pas mal de gens travaillent dessus, soit sur le côté faire des workers de rendu en fait, ou sur le côté de streamer la réponse au client pour justement casser un peu ce côté synchrone. L'autre chose qu'on a fait aussi pour quand même se rassurer, c'est que là on a une grosse phase de bêta et on a prévu un fallback serverless. C'est-à-dire que pendant toute la bêta, on s'autorise à couper le serveur Node en cas de souci pour que l'application en fait, ne devienne qu'une single page app classique sans le côté isomorphique. C'est une sécurité, en vrai, on l'a encore jamais fait, sauf dans des tests, mais en fait, dans ce cas-là, on dit que pendant toute la bêta, le référencement et la performance, c'est presque un bonus. Et nous, ça nous permet de faire en sorte que si vraiment on a un gros problème de charge pendant la bêta, on coupe le serveur Node, c'est-à-dire que chaque client leur envoie un fichier statique et ça fonctionne comme n'importe quelle application Angular avec un DOM qui ne contient pas de markup mais qui contient React et qui permet à l'applicatif de s'initialiser normalement. Donc voilà, c'est quand même une bonne sécurité. On a aussi pas mal travaillé sur tout ce qui est disaster case. Donc le disaster case, c'est comment mon applicatif réagit en cas de panne d'un web service,
un third party qu'on utilise. Il y a tout un blog post que j'avais écrit il y a plusieurs années qui est toujours autant valable et qui est toujours aussi précieux pour nous. On a vu pas mal d'anomalies comme ça. Par exemple, quand on coupait Istat, en fait, on le rendait, on faisait en sorte que Istat ne réponde pas grâce à l'outil Shard Proxy. Tout notre applicatif était pété. Nous, on s'était planté dans l'implémentation, on avait un peu rendu le truc synchrone. Et c'est vraiment important, que ça soit sur des applis mobiles ou sur des applis web, de vraiment travailler sur tous les cas un peu à la con. Mon web service que j'appelle est mort, il répond n'importe quoi. Et pour ça, il y a un truc très pratique, c'est l'URL de Blackhole que j'ai mis en dessous. Sous Shard Proxy, vous allez dire toutes les requêtes que je fais chez Istat, par exemple, je les renvoie sur Blackhole. Blackhole, c'est une requête qui simule un peu, on va dire trou noir, mon web serveur répond plus. Mais c'est pas il ne répond plus, il lâche tout de suite, c'est il garde la requête jusqu'au timeout navigateur. C'est vraiment les serveurs qui sont dans les choux, ils essayent de récupérer le truc, mais ils tiennent pas. Et en fait, vous allez voir généralement pas mal de choses sur votre applicatif. C'est le côté éviter ce qu'on appelle les SPOF, Single Point of Failure. Après, dans les trucs un peu plus classiques, je pense, même si je ne sais pas si beaucoup d'entre vous font du monitoring applicatif, on a toute une stack à base de StatD, Graphite, Grafana, Sirene pour de l'alerting, WebTime, même si c'est déprécié pour monitorer un peu les temps de réponse de nos third parties. Donc on est vraiment dans l'approche, on monitore tout, les connexions, les inscriptions, le nombre d'appels, le load time de toutes les API, le nombre de vidéos vues, les codes d'erreur, pour vraiment savoir tout ce qui se passe sur la prod et pas être aveugle. On utilise Grafana qui nous fait des chouettes dashboards comme ça, plus des outils d'alerting autour. Côté log, on a toute une stack aussi ELK, donc c'est Elasticsearch, Logstash, Kibana qui permet là d'avoir... Donc le monitoring, c'est vraiment du volume, il y a eu plein d'erreurs. Le log, c'est voilà le détail de toutes les erreurs que tu as eues. Donc voilà, il y a pas mal d'outils, je partagerai les slides dans la soirée, je pense. En conclusion, l'isomorphisme, c'est vraiment top, ça répond super bien à notre besoin. C'est efficace, ça marche, mais c'est quand même bien tricky. Ça a évolué, ça va évoluer. Fluxible nous a pas mal aidé. L'écosystème front-end, il est à la fois super effrayant parce qu'il évolue à une vitesse de dingue. Il y a 2 ans et demi, il fallait faire du Backbone Moustache, il y a 1 an du Angular, et aujourd'hui, si tu fais pas du React, t'es un has-been. Donc c'est assez dur à suivre. Retenez plutôt ce qu'avait dit Nicolas Chambrier hier matin, c'est retenez les concepts, pas les outils. Donc voilà, ES6, React, Redux, Relay, etc. Il y a vraiment plein de choses très très chouettes qui se profilent ou qui sont là. On a quand même réinventé un peu la roue, le routeur, le React Router de côté React, ça n'a pas été exceptionnel, mais bon, c'est pareil, c'est toutes des choses qui prennent vraiment forme. Profiler du Node, je vous l'ai dit, c'est la misère. 60 fps dans le navigateur, c'est horrible. Et malheureusement, on a encore un peu de flash pour des raisons produits qu'on peut éviter, pour les DRM notamment sur le player vidéo, ou pour des tunnels pub qui sont flash. On n'a pas le choix, mais on a tout préparé pour pouvoir faire le switch complet dès que on va dire, la techno nous permettra. Voilà, donc vous pouvez aller voir la bêta sur beta.sysplay.fr, c'est ouvert. Vous pouvez donner votre avis, il y en a qui l'ont fait. J'espère que ce sera plus sympa que ça, mais n'hésitez pas. Voilà, et je voulais finir sur quelque chose aussi que j'entends énormément, j'ai parlé énormément d'entre vous pendant ces 2 jours, et vraiment j'insiste là-dessus, je pense qu'on a tous quelque chose à partager, et ça m'attriste un petit peu de voir qu'on est au final très très peu à partager, ne serait-ce que des petits blog posts, des conférences. Je pense que vous avez tous ici quelque chose à dire, et j'aimerais vraiment à la limite que vous reteniez presque que ça de ma conférence. Vous avez vu le blog de Rising Stack que j'ai publié, c'est grâce à ça qu'on a pu faire ce projet, qu'on a découvert cette techno, et je pense que c'est une toute petite boîte en Hongrie. Quelqu'un tout à l'heure est venu me voir et m'a dit qu'avec le blog post qu'on a fait en décembre sur l'isomorphisme, toute leur nouvelle application est en prod aujourd'hui sur les mêmes technos grâce à ce post. Donc voilà, je vous le dis vraiment, on a besoin de tous ces retours, de tout ce partage, et voilà. J'espère que vous m'entendrez et que vous commencerez à faire des petits blog posts, des conférences.